Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Startup, le rendez-vous des entrepreneurs tous les mercredis en partenariat avec Madines. Comme d'habitude, nous sommes en direct. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités du jour. Et sachez qu'aujourd'hui, nous recevrons la startup Artistix dans le Money Time de cette émission. Mais avant cela, on va voir comment gérer la croissance exponentielle de sa startup. Bienvenue à vous, on est parti pour 30 minutes de live. Les entrepreneurs que nous recevons aujourd'hui ont un problème de riche. Leur start-up connaît un succès fulgurant et ils doivent constamment augmenter la cadence. Ça fait rêver dit comme ça. Mais ils vont nous expliquer comment éviter justement la crise de croissance en allant vite tout en préservant ce qui fait et ce qui a fait leur réussite. Diane Thomas est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour. Alors vous êtes la directrice associée de Recommerce Solutions. Alors Recommerce, je vous souhaite le même destin que Caddy ou Frigidaire, ces marques qui sont passées dans le vocabulaire courant. Oui. Donc vous avez inventé et vous êtes le pionnier du recommerce, du concept mais également du mot. Et donc le recommerce, pour expliquer, c'est la revente de produits d'occasion, donc des produits qu'on a déjà utilisés et que vous reconditionnez. Exactement. On va voir peut-être un exemple avec votre vidéo à l'écran, vous allez nous expliquer. Donc mon portable est cassé par exemple, je le rends à un distributeur. Oui, effectivement, nous on propose aux particuliers, aux entreprises de revendre finalement leurs produits électroniques, terminaux mobiles usagés et de les revaloriser. Et pour cela, ces services de reprise sont disponibles dans des réseaux de points de vente. Opérateurs par exemple, et aussi via des constructeurs ou des distributeurs. Et vous après, voilà, vous les reconditionnez, vous les réparez s'ils sont cassés? Oui, c'est ça. On réceptionne les produits dans des ateliers de traitement industriel où ils vont être intégralement testés. On va vérifier donc leur état de fonctionnement sur un nombre important de fonctionnalités. Et puis ensuite, ils sont reconditionnés, remis à neuf et puis revendus sur les marchés de l'occasion avec une garantie et un niveau de service premium. Alors c'est un service qui marche vraiment bien. La société est créée en 2009. En 2013, vous avez réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous avez levé 7,1 millions d'euros pour vous développer notamment en Europe. Vous allez nous raconter ça. Alors les investisseurs, BPI France, Seventure Capital, voilà, pardon, et 3T Capital. Et 3T Capital, un investisseur historique pour ce dernier tour de levée de fonds. Sur ce plateau également, Sébastien Favre. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, fondateur de Vestiaire Collective. Alors, initialement, pour ceux qui vous suivent depuis le début, depuis 2009, Vestiaire de Copines, c'était l'ancien nom. C'est un dépôt-vente en ligne de produits de luxe qui compte, alors vous dites si je me trompe, 1,8 million de membres. Ça a dû monter, c'est bon. Et vous avez réalisé en 2013 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez fait un 4e tour de table auprès de Condé Nast, l'éditeur de Vogue, de GQ, de Vanity Fair, pour ceux qui connaissent, et d'Idinvest, qui ont rejoint vos précédents investisseurs. On va les citer. Balderton et Ventec Capital. Et Zadig & Voltaire. Et Zadig & Voltaire, c'est noté. Nous avons donc 2 tiers de confiance sur ce plateau aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser leurs questions à tout moment, notamment sur la gestion de croissance de la start-up, le sujet qui va nous intéresser. Pour un petit peu contextualiser avant de nous intéresser à notre thème, est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts? Est-ce que ça a tout de suite cartonné vos services respectifs? Ou est-ce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, voilà, vous avez un petit peu galéré, vous avez un petit peu mis du temps à ce que ça tourne? Racontez-nous l'envers du décor. Alors, pour e-commerce Solutions, la société a été créée par 4 cofondateurs qui étaient issus du e-business, du conseil en développement durable notamment, mais aussi de l'ingénierie des systèmes d'information. Ces 4 fondateurs ont commencé par créer monextel.com, qui est la marque historique de e-commerce Solutions. Et à l'époque, c'était vraiment le premier site sur le marché français qui proposait la reprise et la revalorisation de terminaux d'occasion. Simplement, la valeur était reversée à des associations. Donc ça a été les débuts. Ça a permis à la fois d'initier le marché à la reprise et puis aussi d'avoir finalement une vitrine de ces solutions de reprise pour aller ensuite les proposer aux opérateurs télécoms, aux distributeurs, aux constructeurs. Et aujourd'hui, nous, on travaille en marque blanche, c'est-à-dire que les solutions sont finalement
présenter aux clients de ces professionnels du secteur télécom. D'accord. Sébastien, le début de Vestiaire, est-ce que tout de suite vous avez eu la croissance exponentielle de ce sujet? On a eu l'excellente idée de lancer en 2008, pendant la crise, et avec une approche de levée de fonds en amorçage. Ouais, 400 000 euros vous avez levé au début. Donc ça a été difficile. Sincèrement, moi j'ai vendu mon appartement par exemple pour financer la boîte au début, et puis on a travaillé chez les uns, chez les autres. Donc on est passé par cette étape où, par exemple, les photos des produits étaient faites dans la cuisine d'un des fondateurs. Okay. Voilà. Donc ça rassure peut-être les internautes qui se lancent. Voilà, avant tout succès, il y a quand même une petite période pour se lancer. Alors on va y aller par étapes aujourd'hui. L'idée de cette émission, c'est de voir comment ne pas imploser en vol. On a réussi la traction, c'est déjà un grand pas. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir la crise de croissance? Première question sur le recrutement. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'agilité d'une start-up et l'esprit start-up tout en augmentant la charge et en recrutant de nouveaux salariés? Comment est-ce que vous y prenez, vous, par exemple, Diane? Effectivement, c'est un aspect capital. Aujourd'hui, on recrute énormément. On a doublé en 2013, on est passé de 35 à 70 collaborateurs et maintenant on est dans une dynamique où on recrute pour des filiales. Donc il faut effectivement s'entourer d'une bonne équipe de recruteurs. Vous externalisez le recrutement? Aujourd'hui, non, c'est internalisé, sauf sur quelques fonctions éventuellement de management, notamment pour nos filiales à l'étranger, pour nous permettre d'aller plus vite sur des marchés sur lesquels on n'est pas encore implanté. Mais sinon, nous, on a une équipe en interne qui s'occupe du recrutement de manière générale. Et puis, on continue à s'investir beaucoup au niveau de l'équipe dirigeante dans le recrutement. Parce qu'effectivement… Vous assistez à tous les recrutements encore il y a un process qui est assez défini avec plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, on continue effectivement, un membre de l'équipe dirigeante ou deux, souvent, continue à quelque part approuver le recrutement. Il y a un veto éventuellement, en général, l'équipe fait bien son travail, mais c'est vrai qu'on va quand même chercher à s'assurer de l'adhésion aux valeurs de la société qui sont très fortes et à l'ADN qui est également très, très marqué. Sébastien, même type de question, est-ce que c'est important que les fondateurs gardent un regard sur les nouvelles personnes qui arrivent malgré le temps que ça prend? Alors, nous, on est 6 cofondateurs. C'est une belle histoire. Je ne venais pas du tout de la mode, donc il fallait aussi recruter dans ce périmètre-là. On s'est assez bien réparti les tâches au départ. Je pense qu'il est difficile, c'est de passer d'une culture avec des cofondateurs qui gèrent la boîte à une culture avec une structure managériale intelligente. Voilà. Donc moi, c'est cette transition-là qui est difficile à faire. Voilà. Et pareil, on est passé de 20 personnes en 2012 à 40 en 2013 et là, on est plus de 100. Donc ça se gère. Comment est-ce qu'on fait justement pour vous parler de culture d'entreprise? J'imagine qu'il faut garder cette cohésion, enfin, il faut emmener tout le monde dans le même bateau. Est-ce que vous investissez personnellement? Comment est-ce qu'on fait pour créer une culture d'entreprise quand ça va aussi vite et que peut-être que ça peut paraître un peu secondaire de créer une culture d'entreprise. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. En fait, elle se crée dès le démarrage, notamment via des petits rituels qui vont être mis en place pour l'accueil des nouveaux collaborateurs ou pour la vie quotidienne de la société. Nous, on continue à s'investir, tout le monde s'investit. On a effectivement des rituels, par exemple le déjeuner qu'on continue à partager tous ensemble avec une équipe qui s'occupe d'aller cuisiner tous les midis et puis donc tous les midis, il y a des gens qui font la cuisine pour les autres, c'est ça? Et c'est vrai que c'est pas simple et aujourd'hui à 70 on a été obligé de beaucoup adapter le système, mais il continue à fonctionner, il est important et tous les salariés aujourd'hui souhaitent pouvoir continuer à le faire fonctionner. Donc on a investi, aujourd'hui on a des aides pour permettre aux collaborateurs de continuer à cuisiner mais sans que ça prenne éventuellement trop de temps. Enfin voilà, on a trouvé des astuces pour… Du repas, vous, il y a des rituels chez Vestiaire? Alors déjà le rituel il est moins drôle, pardon, mais c'est que moi je tiens à voir absolument tout le monde. Tout le monde passe par une phase de recrutement où je passe 1 heure à discuter avec moi. Expliquer en fait l'ADN, l'alchimie, ce qui est important. Nous, on a une population qui est difficile en fait. C'est-à-dire qu'on est un pur player du web, donc on a ces codes-là, mais en revanche, on a aussi les codes de la mode. Et parfois, ces deux populations sont difficiles à mettre ensemble. Voilà, donc voilà, on passe du temps, le management passe du temps, et puis ça contribue pas mal à diffuser la culture de la boîte. On entend souvent parler de crise d'adolescence, ces startups qui grossissent vite, mais qui ont du mal à suivre la cadence et à s'organiser en interne. Vous nous avez d'ailleurs un peu parlé de ça. Est-ce que ça vous préoccupe? Comment est-ce qu'on fait clairement pour structurer tout ça? Parce que vous dites, quand on double les effectifs tous les ans, il faut mettre en place une organisation et ça prend
plus de temps que le fait de recruter des simples collaborateurs. Donc comment ça marche? Nous, on a fait, je pense, les mêmes erreurs que tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, on change de locaux tous les 18 mois. Ça, c'est notre spécialité. Ouais. Donc ça nous refait passer beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas focalisées sur le business, à proprement parler. C'est pas forcément des erreurs, ça, vous ne pouvez rien... Ouais, peut-être qu'on peut anticiper un peu plus et prendre un tout petit peu plus grand. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'on fait vraiment les mêmes erreurs que tout le monde. Ouais. Mais c'est très empirique en fait. Diane, comment est-ce que ça marche l'organisation? Est-ce que c'est empirique aussi ou est-ce que vous êtes conseillé par des personnes qui ont déjà vécu cette montée en charge alors justement, nous on essaie vraiment de toujours avoir une longueur d'avance sur l'organisation qu'on projette pour la suite. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on recrute des collaborateurs plus expérimentés encore que ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans nos recrutements récents. Et puis, ça nous permet d'avoir justement des personnes qui ont déjà eu à exécuter dans des situations similaires de croissance très forte comme la nôtre. Donc, ça nous permet de nous renforcer et d'aller plus vite pour structurer l'organisation. Et surtout qu'aujourd'hui, on est en train de se développer à l'étranger. Donc, on a déjà une filiale en Espagne, un bureau en Pologne, bientôt en Suisse. Donc, le siège de France devient un groupe et ça nécessite une organisation de plus en plus déterminée. On va parler justement, c'est la partie stratégique qu'on abordera à la fin de cette émission. Une question d'un internaute, Amine, quelles sont les erreurs typiques que commettent les startups dans leur gestion de croissance au départ? Vous avez commencé à parler d'erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises et que si c'était à refaire, vous ne referiez pas? Pour les internautes qui nous regardent. À mon sens, le principal point, c'est déjà de comprendre si... c'est un phénomène dans la durée. Il y a des pics de croissance. Il ne faut pas prendre ça pour de l'hypercroissance. Déjà, c'est de savoir identifier ça, c'est déjà à mon sens le premier point. Comment vous avez fait pour identifier que ce n'était pas juste un effet de mode? On garde notre sang-froid. On garde notre sang-froid. On a des pays qui font des multiples de 5 ou 6. Et voilà. En revanche, effectivement, ils sont au début de leur croissance. Et donc, du coup, on attend un petit peu avant de prendre des décisions structurantes. Voilà. C'est comme ça qu'on a, par exemple, attendu presque 1 an avant d'ouvrir notre bureau new-yorkais. Voilà, ce genre de choses. Des recrutements qui sont des recrutements de Top Gun, en fait, qui viennent nous apporter beaucoup de valeur. Si je reviens juste sur le recrutement, combien de temps est-ce que ça prend le process du recrutement? Alors, il y a des startups qui disent quand il faut aller vite, il faut raccourcir le délai de recrutement et mettre des longues périodes d'essai, comme ça on voit clairement comment ça se passe. Quelle est votre politique là-dessus? Quelle est votre vision? C'est une combinaison des deux d'une certaine manière, dans la mesure où aujourd'hui nous on est assez exigeants sur les étapes et on a l'habitude aussi de proposer aux candidats de travailler sur des cas pratiques, ce qui permet à la fois aux candidats de faire ses preuves et à nous vraiment de vérifier des situations très très concrètes, mais en même temps on sait aller vite. Donc aujourd'hui on peut recruter en 15 jours toujours, et c'est important de garder cette agilité parce qu'on a besoin de renforcer rapidement. Si on parle des cofondateurs également, parce que vous avez un point commun, vous avez déjà commencé à en parler un peu, vous avez tous les deux bâti des entreprises avec beaucoup de cofondateurs à l'origine, 4 cofondateurs et 7 associés pour Recommerce, 6 cofondateurs, vous l'avez dit, pour Vestiaire. Alors j'imagine que ça a plein d'avantages au début. Est-ce que quand la société se développe, c'est pas là où les problèmes arrivent et qu'on se rend compte des différences de stratégie ou différences d'ambition personnelle de chacun? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que la notion de fondateur elle doit être dissociée de la notion de management. Et donc, chacun trouve sa place, et chacun trouve sa place au fur et à mesure que l'entreprise grossit. Voilà. Et donc, évidemment, on ne reste pas tous au même stade d'évolution. En revanche, effectivement, ce qui est important, c'est de garder l'expérience et l'historique de la boîte en rassemblant ces fondateurs qui ont l'ADN, qui ont créé la boîte de manière régulière et apprendre le contenu de... Comment ça se passe? Vous avez des boards entre vous où vous dites, voilà, les décisions doivent être prises à l'unanimité, ou comment ça se passe? Non. Les décisions sont prises, elles sont discutées évidemment, etc. Après, nous, on a un board d'investisseurs. C'est surtout là que ça se passe. Et justement, c'est bien d'avoir beaucoup de cofondateurs pour... pouvoir être face aux investisseurs et pouvoir faire entendre dans notre périmètre, oui, encore une fois, parce que moi je ne viens pas de la mode, donc il y a des décisions que moi je prendrai qui ne seront pas forcément les bonnes pour l'expérience utilisateur. Voilà, donc c'est très important en fait d'avoir cette cohésion d'équipe fondatrice. Diane, même type de question au niveau de l'évolution des cofondateurs dans la durée? Oui, alors pour e-commerce solutions, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est effectivement la complémentarité qui existait depuis le départ et qui permet aujourd'hui à chaque cofondateur d'avoir un rôle effectivement dans un périmètre de la société qui peut être
les systèmes d'information, la partie technologique, la partie yield management, puisqu'il y a une forte expertise sur ces aspects-là chez nous, la partie opération. Donc bref, aujourd'hui, associés et cofondateurs ont tous un rôle bien déterminé. Après, effectivement, on a un certain nombre de comités et de réunions qui permettent de cibler le type de décision qui doivent être prises et à quel moment. Alors, si on s'intéresse aussi plus particulièrement à vous, respectivement, est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple votre quotidien au tout début quand vous avez créé la boîte et maintenant, est-ce que c'est pour voir un peu l'écart et vous avez changé de profession, j'imagine, non? Racontez-nous, Sébastien. Alors, moi je viens de chez Microsoft, donc j'étais habitué à des structures très... on va dire, très engageante, voilà, avec une valeur produit très forte. Il a fallu repartir de zéro, en fait. Du coup, non, mon job n'a absolument plus rien à voir. Moi, j'avais besoin de toucher le produit, j'avais besoin de comprendre et d'être à l'initiative en fait, d'un projet. Donc, non, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je suis avec des investisseurs et je réfléchis à l'après. Et c'est la phase, finalement, qui est la plus intéressante, je trouve. Donc, vous êtes moins en contact avec le produit, avec le quotidien de la marque. Oui, puis surtout, il y a des gens dans l'équipe qui sont bien plus compétents que moi pour le faire. Et ça, cette capacité, à mon sens, à déléguer, c'est aussi un des moyens aussi de maîtriser la croissance. Et il y a aujourd'hui dans la boîte des gens, je ne suis pas le premier salaire par exemple, il y a des gens qui sont bien mieux payés que moi et il y a des gens qui sont bien plus experts sur des périmètres. D'accord, ok. Diane, pareil, est-ce que votre métier a sensiblement évolué Oui, bien sûr, il a évolué puisque aujourd'hui, c'est essentiellement du management d'équipe, du pilotage, de la réflexion à la structuration de la société. Et vous le disiez tout à l'heure, comment finalement on s'organise pour ne pas risquer d'exploser en vol quand on connaît une telle croissance. Et puis, bon, c'est vrai, aujourd'hui, nos projets à l'international prennent énormément de temps. Vous êtes plutôt axé sur le développement international, justement. Effectivement, mais le rôle de consolidation du siège est aussi bien sûr capital et on y passe beaucoup de temps. Est-ce que vous n'avez pas peur, le risque existe peut-être, alors je ne vous le souhaite pas, mais de vous sentir à un moment donné plus à la hauteur de votre propre boîte, c'est-à-dire que voilà, on a des compétences en tant qu'entrepreneur et au final on se rend compte que ça ne suffit plus quand il s'agit de gérer une grosse boîte. On l'a vu, les exemples les plus emblématiques, c'est Apple ou Google même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez, je me dis, oh là, est-ce que je suis encore assez compétent pour ça? Allez, Diane, oui, tout à fait. Oui, là-dessus, effectivement, vous le mentionniez tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on est dans cette démarche aussi où on va chercher à bien s'entourer. Depuis le début, de toute façon, il faut bien s'entourer, que ce soit au niveau collaborateur, prestataire, investisseur. Et on cherche à s'entourer des meilleurs experts, des personnes aussi qui vont savoir véhiculer la culture de l'entreprise. Donc on est complètement à l'aise aujourd'hui pour dire à un moment donné, mon périmètre évolue. Si jamais je dois faire entrer une compétence plus spécifique, plus spécialisée ou plus expérimentée sur le sujet. Il ne faut pas avoir peur de prendre des gens plus forts que soi, c'est ça? Au contraire, je pense que c'est un grand... à mon avis, c'est plutôt ça le talent, c'est d'arriver à recruter des gens qui vous permettent d'avancer. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi une étape dans la vie, en fait. Évidemment, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, quand on était au début de Vestiaire, j'avais tellement de choses encore à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter que la contribution à l'entreprise, elle est par phase. Moi, je suis assez à l'aise avec l'idée que potentiellement, quelqu'un plus fort que moi qui viendra piloter la boîte dans X années. Je ne suis pas encore prêt. Plus tard pour vous, j'espère. Voilà, je pense que je contribue encore. Alors, on va parler un peu d'argent. OSS 117 nous demande est-ce qu'une croissance exponentielle peut-elle se faire sans investissement extérieur? Alors, vous avez tous les deux levé de l'argent. Est-ce qu'on peut faire sans argent? Alors, c'est votre première levée de fonds? C'était la seconde. C'était la seconde. La première était de 800 000 €. Elle a eu lieu en 2010. Donc, effectivement, la plus importante, celle de 2013, 7 millions d'euros, était indispensable. Il faut savoir quand il faut franchir un gap. Absolument. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Nous, on dit souvent qu'on n'a pas créé une start-up. On a voulu créer très vite un leader français, puis un leader européen. Dès le début, vous étiez dit, mis ça en tête. Tout à fait. Et ça s'est aussi traduit dans les processus qu'on a mis très vite en place, l'organisation et l'automatisation de nos systèmes.
Et donc, dans cette mesure, c'était indispensable de se donner les moyens de parvenir à nos objectifs de développement. Et la levée de fonds était essentielle. Alors, j'imagine que c'est un peu, vous avez levé aussi beaucoup d'argent. Je rebondis sur une question d'Amine qui nous dit une start-up qui connaît une croissance rapide et a besoin de cash pour recruter. Quelle solution financière lui conseillez-vous? Lever des fonds aujourd'hui. Vous avez levé beaucoup dès le début. Moi, je considère que c'est pareil, parce qu'on parlait de l'équipe tout à l'heure. Il faut pouvoir recruter des gens. Et donc, ce n'est qu'un problème de trésorerie pour moi. Et je considère qu'il y a aujourd'hui, et surtout en France d'ailleurs, il y a un tissu d'investisseurs incroyable. Et je trouve que c'est dommage de s'en priver. Voilà. Moi, je considère qu'il y a des gens qui font ça très bien. Quand on fait rentrer un investisseur chez soi, on ne fait pas juste rentrer de l'argent. En fait. On fait aussi rentrer des gens qui ont une photographie du marché, parce qu'ils ont plusieurs portefeuilles et ils sont capables de aussi nous aider de manière industrielle. Voilà. Moi, c'est aussi ça que je suis allé chercher. J'ai par exemple à mon board Bernard Liotto, qui est l'ex-fondateur de Business Object. Voilà. Et donc ça, quand on fait rentrer des gens comme ça à son board, ça nous fait grandir énormément. C'est sûr. Benjamin Chérion vous demande quel était votre frein majeur pendant la croissance de votre start-up? Est-ce qu'il y a des moments, alors on parlait de crise de croissance, mais il y a aussi la crise de croissance au sens où vous ne pouvez plus augmenter la cadence et parfois me refuser des ventes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Comment ça se passe ça? Pas encore, heureusement, parce qu'on a toujours voulu honorer toutes les opportunités. Peut-être qu'effectivement, un point, c'est le recrutement et c'est la charge de travail. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont vraiment très, très investies, qu'on sollicite fortement et qui nous permettent d'honorer toutes ces opportunités. Mais c'est vrai que le point du recrutement est clé pour se dimensionner et pour gérer la charge. Donc, c'est essentiellement ce point-là. La relation Clément, comment on fait? Parce que quand le nombre de ventes, le volume de transactions augmente, forcément, il faut augmenter les supports. On a pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a refusé de vendre certains produits parce qu'on n'était pas capable de le traiter. En fait. La masse critique est arrivée d'un coup et on n'était pas dimensionné, surtout quand on lance des pays comme l'Angleterre, où là, il y a une demande en termes d'expérience utilisateur et de services très très forte. Voilà. On a préféré y aller doucement. D'accord. Amine encore nous pose la question, un investisseur est plus rapidement convaincu quand la startup qui le démarche connaît une croissance rapide. Est-ce que vous, les métriques, les chiffres que vous avez montrés aux investisseurs vous ont aidé à lever des sommes aussi énormes? Déjà, il y a différents types d'investisseurs. On a levé un peu plus de 25 millions, mais il y a évidemment différents types d'investisseurs qui correspondent à des phases de vie. En fait, quand on a été voir Zadig et Voltaire au départ, on y était avec un PowerPoint et on avait 400 000 euros au bout de 15 jours sur notre compte. C'est une question est-ce que le business peut scaler ou pas? Est-ce qu'il y a une adhésion? C'est surtout ça. Je pense que le projet est d'abord l'élément le plus pertinent dans une levée de fonds. Il reste très peu de temps pour cette émission. Si on parle un petit mot de la stratégie, on a commencé un peu à parler. Vous avez tous les deux des stratégies à l'international, c'est normal. Il faut scaler comme vous dites. Quel conseil est-ce que vous donneriez vous? Alors vous êtes en plein dedans. Vous avez ouvert un bureau à Madrid, je crois. Oui, on a créé. Comment est-ce que ça marche justement pour garder la croissance en France et de ne pas perdre les fruits du succès et reproduire cela à l'étranger? Oui, alors justement, ça passe d'abord par le dimensionnement de la société et du groupe et puis anticiper au maximum. Le développement international, nous, on l'a acté il y a quand même déjà 1 an et demi, 2 ans. Notamment, la levée de fonds était pour le financer. Donc, on a eu le temps de se projeter et de réfléchir à cette organisation. Donc, il y a eu 1 an et demi avant le vrai départ de préparation en amont, c'est ça que vous dites? Disons qu'il y a eu 1 an et demi, effectivement, avec cet objectif en tête et les premières démarches, puisque nous, après, comme on opère en marque blanche, notre objectif, c'est aussi d'avoir ces partenariats avec des acteurs telco dans les pays européens. Donc, on a une phase de présentation de nos services à l'étranger. Et à partir de là, on s'implante au niveau local à partir du moment où des partenariats sont noués pour apporter la chaîne de valeur locale et le niveau de service en local, les équipes locales. Ok. Sébastien, même type de question. Alors vous êtes implanté à Londres, New York, et vous avez fait une petite expérience malheureuse, on va dire, en Chine. C'est bien justement de voir un peu. Alors il y a des réussites, il y a des échecs. Comment est-ce que vous expliquez ça avec du recul maintenant?
Encore une fois, c'est de l'empirisme. Pour moi, je pense que le meilleur moyen, c'est ma conviction, de réussir à l'étranger, c'est d'envoyer un des fondateurs. On fait la boucle. Typiquement, c'est ce qu'on a fait avec l'Angleterre, où Fanny, qui est une cofondatrice, est partie prendre le bureau là-bas. Et bizarrement, depuis, ça marche très bien. Elle est restée combien de temps? Enfin, elle est toujours là-bas ou comment ça se passe? Elle est basée là-bas. Elle est basée là-bas. Elle vit là-bas. Et elle construit l'équipe. Elle refait un petit vestiaire collectif sur place. C'est un peu l'idée? On ne reproduit pas le modèle à chaque fois parce que tout est centralisé en France. Mais après, il y a des compétences en Angleterre qui sont pertinentes pour nous. C'est tout le social marketing, il y a des vrais talents sur place. Et on sentait que pour l'Angleterre, qui est un pays très exigeant, en fait, il fallait diffuser l'ADN vestiaire. Une dernière petite question justement sur la Chine. Là, pour le coup, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? On a été trop vite. Alors ça, c'est un bon exemple. On avait 2 ans, on a eu une opportunité d'aller là-bas, on y a été de manière pas très intelligente. Un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça marchait pas trop mal d'ailleurs, mais pour le coup, on n'arrivait pas à maîtriser. D'accord. Ok. Très bien, écoutez, merci à vous d'avoir apporté toutes ces réponses à nos internautes. J'espère que vous en saurez plus désormais sur la croissance de votre entreprise. Il y a beaucoup de choses à dire, on aurait pu continuer pendant des heures, mais on passe maintenant au Money Time. Il y a une autre startup qui va venir sur le plateau. Money Time, c'est la rubrique où une jeune start-up vient pitcher sa nouvelle idée. Et aujourd'hui, nous recevons Sonia Rameau de Artistix. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, Artistix, on va voir l'exemple de votre site à l'écran. Ça parle d'art. Racontez-nous un peu tout ça. L'idée d'Artistix, c'est de promouvoir des artistes vivants en ligne et de vendre leurs œuvres d'art sur Internet. Donc on voit là, on peut. Donc, il y a ce sont fiches avec des vos artistes. peintres, des sculpteurs, des céramistes et des photographes qui présentent leurs œuvres à travers la plateforme. Donc c'est, si on peut résumer, une galerie d'art en ligne, c'est ça? Absolument, tout à fait. C'est une plateforme ou une galerie d'art en ligne. D'accord. L'idée, c'est donc de présenter des artistes, de montrer ce qu'ils ont fait, de prouver un petit peu l'expérience auquel ils ont eu à faire, ce qu'ils ont fait en termes d'exposition, et puis surtout de montrer leur talent, leur technicité. On pense que l'aspect technique est très important. Vous filmez, je crois que vous êtes une des seules plateformes à faire ça, vous filmez je crois les que artistes. Nous sommes à peu près les seuls à faire ça aujourd'hui. En fait, la différenciation pour nous, c'est de présenter vraiment ce que fait l'artiste et de montrer un petit peu sa vision, sa philosophie de l'art. Et donc, en fait, nous sommes allés pour chaque artiste dans leurs ateliers et nous avons présenté donc, dans l'atelier sa façon de faire. Et donc, on a filmé les artistes en train de travailler. Alors, je vous conseille en effet, si vous allez sur le site Artistix, la partie vidéo, il y a des superbes vidéos, c'est vraiment très bien fait. Une petite vidéo de 3-4 minutes. Alors, la question justement, c'est comment est-ce qu'on fait, si on est artiste, j'imagine que c'est un modèle que vous ne pouvez pas faire des vidéos pour tout le monde. Comment est-ce que... Si, on va essayer. On va essayer. Alors, on sélectionne nous sélectionnons les artistes. Donc, en fait, on les sélectionne principalement sur leur talent et c'est forcément subjectif, j'imagine. Oui, on a un petit comité de sélection de 4 personnes, 5 quand on a des doutes. Et donc, on prend du temps pour choisir les artistes. On n'est pas pressé. En ce moment, on est pas mal sollicité par des artistes en candidature spontanée. Mais c'est vrai qu'on n'en accepte pas beaucoup. Malheureusement, on aimerait bien, mais on pense que c'est très important cette sélection en amont. Vous positionnez un petit peu sur la crème. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez une sélection de ce point de vue-là au niveau du positionnement? Oui, technique, beaucoup, talent, expérience professionnelle, et puis visibilité que les artistes peuvent déjà avoir, que ce soit dans les galeries ou dans les musées. Alors vous êtes vous-même sculptrice, c'est ça? Je suis sculpteur, absolument, amateur. Donc mes sculptures ne sont pas sur le site. On a joué le jeu, bien sûr. Mais par contre, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes et puis de voir un petit peu comment ce monde de l'art fonctionnait. Voilà. Alors par contre, vous connaissez le web très bien puisque vous étiez... Je connais pas mal le web. J'ai commencé à travailler dans une première start-up en 1996. Donc ça fait longtemps. Et j'ai notamment aussi travaillé pour Notrefamille.com, Cadeau.com et Généalogie.com pendant très longtemps. Voilà, donc une nouvelle start-up. Vous n'avez pas levé de fonds justement? Pas encore, parce que vous cherchez des fonds justement? Pour l'instant non, peut-être dans un an on regardera. Je pense qu'il est très difficile de lever des fonds tant qu'on n'a pas prouvé que le modèle fonctionnait. Et donc c'est un modèle quand même assez complexe puisque l'idée c'est de vendre des œuvres d'art en ligne sans que les gens puissent les voir.
Alors bien sûr, ils peuvent voir les vidéos, ils peuvent voir les photos, ils peuvent voir une mise en situation sur le site, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas y toucher. Donc c'était pour ça qu'on avait eu l'idée de la vidéo d'ailleurs. Quel est le business model, nous demande un internaute? C'est une commissionnement très simple, on ne peut pas faire plus simple. C'est 25% sur la vente des œuvres en ligne, contre à peu près 50% en moyenne dans les galeries. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que Diane, Sébastien, vous avez des remarques, des commentaires? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de artistix.com? Moi, je trouve que l'idée de filmer et de voir l'artiste justement créer, je trouve que c'est assez exceptionnel en fait. C'est très agréable, c'est de l'influence, c'est de l'inspiration, et donc du coup, c'est probablement que ça fait vraiment sens. Oui, et pour dire très très honnêtement, on a un client qui nous a dit « Ah oui, j'avais regardé le site, bon, c'était pas mal, je trouvais ça bien, mais je voyais pas trop comment je pouvais arriver à faire un choix. Et quand j'ai vu les vidéos, vraiment ça a fait tilt, et là j'ai été capable de prendre une décision grâce à la vidéo. Voilà. C'est vrai que c'est un aspect, c'est celui qui m'a le plus interpellée aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les acheteurs, les consommateurs ont envie de connaître un petit peu l'origine de ce qu'ils acquièrent et leur histoire et la manière dont c'est produit. Absolument. Et je rebondis un petit peu sur notre activité, puisque nous aussi, on a cette volonté de mettre en avant et de valoriser le travail qui est fait, notamment dans nos ateliers où les téléphones sont testés, reconditionnés, parce que là aussi, quand ensuite on achète un produit d'occasion, pour l'acheteur, c'est important de savoir que ce téléphone a une deuxième vie et qu'il est passé dans un process où quelqu'un est intervenu pour lui donner cette deuxième vie finalement. C'est pour au niveau de la confiance, j'imagine. C'est ça, alors la confiance est extrêmement importante, surtout dans notre cas. Et puis, comme on a un panier moyen aussi assez élevé, puisqu'on a pris de bons artistes, forcément, les œuvres ne seront pas données. Alors justement, un internaute nous demande combien de ventes est-ce que vous faites par mois. Alors vous venez de vous lancer, donc on vient de se lancer il y a 5 mois, donc on fait plusieurs ventes par mois. D'accord. Et on espère que ça va monter à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, puisque c'est comme ça que le modèle pourra fonctionner. Voilà. À chaque fois, ce sont des œuvres uniques? À chaque fois, ce sont des œuvres uniques. Alors, une peinture, c'est une œuvre unique. Ensuite, en sculpture, on pourra avoir plusieurs tirages. Et on a mis un système, d'ailleurs, qui vous permet de voir quel tirage vous allez acquérir quand vous achetez l'œuvre. Mais ce ne sont que des œuvres uniques. Il n'y a absolument pas de reproduction. Et on se différencie beaucoup, d'ailleurs, sur le marché par cela. Alors justement, la question que je vais vous poser, justement, c'est sur la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont des galeries d'art en ligne. Vous, votre positionnement, c'est ça, c'est la vidéo qui fait oui, je pense que ça c'est une certaine forme de différenciation, mais surtout, on agrège une offre d'artistes en direct. Il y a très peu de galeries qui font ça. Il y a des galeries qui font de l'agrégation de galeries. Enfin, pardon, il y a des galeries online qui font de l'agrégation de galeries. Et puis, ensuite, il y a des galeries aussi qui peuvent avoir une offre en ligne, assez peu, il faut le dire. Mais nous, on a donc décidé de faire de l'agrégation en direct d'artistes. Donc, ça part directement de l'atelier de l'artiste à l'amateur d'art lorsqu'il l'a acheté. Dernière petite question, est-ce que vous faites des événements? Est-ce que vous mettez en valeur vos articles, mais là en présentiel, on va sortir un peu du web? Alors on a une newsletter et on écrit pas mal d'articles sur nos artistes en ligne. On ne fait pas encore d'événements. Il se trouve que peut-être ça deviendra nécessaire à un moment ou à un autre, mais nos artistes venant de pays différents ne sont pas qu'en France et nos clients ne sont pas qu'en France non plus. Ça n'est pas facile de monter des événements autour de cela. Mais peut-être que ça viendra. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci Sonia d'avoir présenté. Donc, je rappelle artistix.com. Voilà, si on veut trouver. Merci Sébastien, merci Diane d'être venu sur ce plateau. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, La Tribune et le site de la PCE. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux startups. Je vous souhaite d'ici là une bonne semaine. À mercredi prochain.